Voyons comment on peut dater des roches grâce à la technique des isotopes radioactifs. On prendra l'exemple du rubidium et du strontium qu'on trouve notamment dans les roches de la croûte continentale. D'abord, il faut pour ça savoir ce que c'est qu'un isotope. Donc quand on prend un atome, dans la classification de Mendeleïev, on voit qu'il est caractérisé par son nom, son symbole chimique, mais aussi son numéro atomique et la masse atomique qui est relative, ou en tout cas celle de l'isotope le plus stable. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces deux atomes, le rubidium 85 et le strontium 87, qui existent avec différents isotopes. Le rubidium a 32 isotopes connus, mais simplement 2 sont communs sur Terre dans la nature. Le rubidium 85, le plus abondant, mais aussi le rubidium 87 qui représente presque 28% et qui est un élément radioactif. Cette radioactivité qui s'exerce, c'est une radioactivité β- qui transforme un neutron en proton, ce qui fait qu'il gagne une charge et il va donc passer, dans le cas de notre rubidium, avec le même numéro atomique 87, il passe d'un rubidium 37 à un strontium 38. Du coup, on va s'intéresser à l'autre isotope, le strontium, qui lui existe aussi sous différents types d'isotopes qui sont tous stables dans la nature. Donc ce sont les isotopes qui ne sont pas radioactifs, qui ne se désintègrent pas. Le rubidium 87 se transforme donc en strontium 87, et ce qui fait que ce strontium 87 va avoir une proportion qui va augmenter par rapport aux autres. La loi de décroissance radioactive indique qu'un élément pair, à un instant donné, est égal au stock d'éléments pairs qu'il y avait au départ avant sa décomposition, fois exponentielle de moins lambda t, qui est le lambda typique de l'élément considéré, et t étant le temps depuis le départ de la désintégration. Un élément pair se transforme en élément fils, du coup, un élément pair, il est bien égal à l'élément pair de départ, moins le nombre de fils qu'il a créé. Le nombre d'isotopes pairs diminue donc en fonction du temps, tandis que le nombre d'isotopes fils, lui, augmente. Pour tout isotope radioactif, quel qu'il soit, on définit T, qui est appelé la demi-vie. C'est le temps au bout duquel la moitié des isotopes pairs se sont transformés en isotopes fils. Si on trace ça, si je prends ici un exemple avec 16 atomes noirs qui sont les atomes pairs, au bout d'une demi-vie, c'est-à-dire d'un temps T, alors ici, j'aurai simplement 8 éléments noirs et les autres sont transformés en éléments fils. Et puis, un T en plus, la moitié a disparu, il ne me reste que 4. Et puis, un T en plus, il ne me reste que 2, et un T en plus, il ne me reste qu'un. À chaque fois, je divise par 2 le temps d'une demi-vie. Ce qui fait que la courbe des éléments pairs va faire une décroissance exponentielle, alors que celle des éléments fils va faire une croissance logarithmique. Du coup, on s'intéresse maintenant aux éléments fils. L'élément fils, il est bien égal à l'élément pair de départ, moins l'élément pair actuel. Ça, c'est l'élément fils qui a été formé entre le départ et ce qu'il reste maintenant. Du coup, l'élément fils, lui, il existait déjà. Ce qui fait que l'élément fils à un instant t, il est bien égal à l'élément fils de départ plus l'élément fils de l'élément radioactif qui s'est décomposé. Du coup, comme on a la loi de décroissance radioactive, on sait que P est égal à P0 exponentielle de moins lambda t. Si je prends mon P0, je passe mon exponentielle lambda t de l'autre côté, et comme il est négatif, je peux enlever la fraction et le mettre ici. J'ai P0 est égal à P exponentielle de lambda t. Du coup, je vais pouvoir exprimer mon élément fils qui s'est créé en fonction de l'élément pair de départ. Donc je reprends ma formule. Je sais que l'élément fils, il est égal, l'élément fils créé par radiodécroissance, il est égal à l'élément pair de départ moins l'élément pair qui reste, le reste étant bien transformé en élément fils. Du coup, si je remplace mon P0 dans mon expression par ce que j'ai mis en facteur ici, j'ai P exponentielle de lambda t, alors mon élément fils est égal à P facteur de E exponentielle lambda t moins P.
la proportion actuelle. Du coup, comme j'ai 2p, je peux mettre en facteur, et j'ai donc, c'est égal à p facteur de exponentielle lambda t moins 1. Du coup, si j'applique ça à mon couple rubidium-strontium, je sais que sa demi-vie est de 48,8 gigaans, et ça c'est typique au rubidium, c'est sa vitesse de demi-vie de désintégration, et son lambda c'est de 1,42 fois 10-11 par an. Du coup, l'équation va devenir, si je reprends l'élément fils créé, le strontium 87, il est égal au strontium 87 de départ, celui-ci, plus celui qui est formé, c'est-à-dire l'élément pair, le rubidium 87, exponentielle de lambda t moins 1. On dispose ici d'une équation qui a deux inconnus, le strontium ici, dont on ne sait pas quel était son taux au départ, et t ici, puisque c'est ce que l'on cherche à déterminer, c'est le temps depuis lequel le système est fermé, c'est-à-dire pour une roche, le moment où la roche a cristallisé. Du coup, même si on prenait deux minéraux d'un même magma, et qu'on refaisait cette équation pour un autre minéral, on aurait encore deux équations, mais avec trois inconnus, T qui serait le même pour les deux qui viennent du même minéral, mais par contre, la proportion de départ de strontium ici étant différente, on ne pourrait pas résoudre cette équation. Du coup, on s'intéresse maintenant à l'autre isotope du strontium, qui est le strontium 86, puisque lui, il n'est ni radioactif, c'est-à-dire qu'il ne se désintègre pas, ni radiogénique, c'est-à-dire que personne ne donne naissance à du strontium 86. La quantité de cet isotope ne varie donc jamais au cours du temps dans un système clos comme une roche cristallisée. Donc le taux de strontium 86 est toujours le même, est égal au taux de strontium 86 de départ. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les minéraux d'une même roche prennent les strontiums indifféremment, que ce soit le strontium 86 ou le strontium 87, dans les mêmes proportions. Si dans mon magma de départ j'ai 100 strontium 86 pour 1 strontium 87, eh ben je trouverai toujours 1% de strontium 87 dans tous les minéraux. Même si un minéral en a 100 et l'autre en a 10, j'aurai toujours 1% de strontium 87. Du coup, si on divise toute l'équation de départ qui est ici, qu'on a établie tout à l'heure, par le strontium 86, alors j'obtiens ceci. Or, je sais que ceci est une constante, puisque tous les minéraux ont pris le même rapport. Donc ça, c'est le rapport initial de strontium 87 sur strontium 86, il était identique dans tous les minéraux. Du coup, cet élément est une constante pour tous les minéraux qu'on va étudier. Ici aussi, on a E exponentielle lambda t moins 1. Or, comme le temps de cristallisation est le même pour tous les minéraux de la roche étudiés, alors ça aussi c'est une constante. Et il me reste deux inconnus, le taux de strontium 87 sur le taux de strontium 86, et le taux de rubidium 87 sur le taux de strontium 86. Et ça, eh bien, c'est mesurable par un instrument physique qui s'appelle un spectromètre de masse dans différents minéraux. Et ce rapport ne va pas être le même dans les différents minéraux d'une roche. Mais ce qui m'intéresse, c'est que si je mesure ce premier rapport, alors je peux tracer une courbe qui sera de type y est égal à b, une constante, fois a, qui est une constante aussi, et x qui va varier d'un minéral à l'autre. Je vais donc pouvoir placer sur un graphique des éléments qui auront une formule de type ax plus b, c'est-à-dire une courbe affine, une droite. Si je prends l'exemple d'un granit, par exemple, qui a un grain d'orthose, un de mica et un mica blanc et un mica noir, si je calcule leur rapport, ou je mesure par spectromètre de masse, le rapport de strontium 87 sur strontium 86, que je trouve ici, que je le mets en rapport du rubidium 87 sur le 186, alors je peux placer mes 3 points. Et ces 3 points dessinent une droite qu'on appelle un isochrone, puisque tous les points qui sont sur cette droite ont la même durée depuis la fermeture du système, depuis la cristallisation de la roche. Si je prolonge ma courbe, alors je vais couper Y
avec l'origine ici qui sera égale au taux de strontium 87 sur le taux de strontium 86 de départ, dans mon expression, et ce qui va m'intéresser le plus, puisque c'est le temps que je veux déterminer, c'est la pente. La pente de ma courbe est égale à exponentielle de lambda t moins 1. Du coup, si j'ai ma pente, il suffit graphiquement de déterminer la pente, en remontant la variation de y par rapport à la variation de x, et comme je sais qu'elle est égale à exponentielle de lambda t moins 1, alors je peux déterminer que t est égal au logarithme népérien de a plus 1, le tout sur lambda. Et donc, une fois qu'on a repéré sur une courbe les différents échantillons d'une roche, les différents minéraux qui la constituent, je trace la droite, je détermine son coefficient directeur, et je place ce coefficient directeur dans cette formule pour déterminer l'âge depuis laquelle la roche a cristallisé. À vous de jouer.